Donc, bienvenue. L'objet de cette rencontre, c'est de présenter un petit peu le cadre juridique et d'utilisation de l'intelligence artificielle, notamment pour nous, à Deloust à Brocéliande Communauté. Et donc, on va d'abord appréhender les aspects juridiques. Ensuite, on va très vite aller sur des éléments pratiques, de manière à ce que vous puissiez améliorer l'emploi que vous faites déjà, je pense, pour beaucoup, au vu des résultats, on le verra tout à l'heure, des sondages. Et dans l'idée, c'est ensuite de faire un petit exercice, si on a le temps. Alors, d'abord, le cadre juridique. Depuis 2 ans, l'Europe commence à statuer sur l'emploi de l'IA. Je vous avais fait passer un questionnaire, on y reviendra vite fait tout à l'heure, il y a 1 an. J'en ai refait passer un cette année, ça va nous permettre un peu de comparer les réponses. On verra que les tendances s'affirment. Et donc derrière, l'usage s'est déployé un peu partout dans les entreprises et dans les collectivités, et même chez les particuliers, bien sûr, à vitesse grand V. Et donc l'Europe est en train de cadrer. Et donc la réglementation est en train de se décliner en France avec donc une première étape qui a été l'entrée en vigueur de l'IA Act européen en 24. Et en août 26, on aura déjà les premières déclinaisons réglementaires françaises appliquées, notamment aux collectivités, avec la possibilité de créer ce qu'ils appellent des bacs à sable, c'est-à-dire des outils de test, hein, on est encore dans une phase d'expérimentation, qui vont permettre aux collectivités de s'emparer des outils et de commencer à faire des mises en pratique. Et on verra tout à l'heure qu'avec Mégalis et la région Bretagne, on travaille activement à essayer d'apporter des fonctionnalités concertées en coopération. Donc, ça va s'appliquer aux collectivités, notamment et de façon obligatoire, notamment pour tout ce qui est service public essentiel. Donc, gestion des ressources en eau principalement. Mais qu'est-ce que ça va revêtir exactement? Ça sera décliné donc en août 26, on en saura davantage. Et puis en août 27, ça sera quasiment généralisé à tout ce qui se produit, et notamment des choses toutes bêtes, hein, comme des jouets interactifs, les solutions médicales, etc., etc. Donc ça avance, et ça avance vite. La réglementation va s'appliquer assez rapidement. Alors, je ne vais pas revenir dans le détail, je viens de vous le faire. Alors, je vous ai mis un lien, à chaque fois je vous mets des liens, quand vous aurez la présentation que je vous repartagerai, vous aurez des liens vers les documents. Pour information, j'ai exercé en fait ce que je vais vous présenter dans la façon dont j'ai créé ma présentation. Donc, j'ai d'abord, je vous le dis maintenant, comme ça sera fait, j'ai d'abord rédigé ma présentation de tête, hein, je l'ai posée, tous les éléments que je pensais nécessaires à aborder. Ensuite, j'ai demandé à Mistral AI, qui est l'IA française, de retravailler ma présentation et de m'aider à l'améliorer. Donc, j'ai quelques améliorations sensibles qui ont pu être faites, et notamment des exemples, et puis des idées d'atelier, etc. Et donc, je vous donnerai le document de base qui m'a servi à faire cette présentation-là, qui a été généré automatiquement par l'IA ce matin même. Donc, je n'ai pas eu le temps. Là, j'étais en mode un peu stress. Est-ce que je vais avoir le temps? Donc, en 3 minutes, il m'a généré ça. Et là, je l'ai relu, retravaillé, mais grosso modo, je n'ai pas eu à apporter grand-chose. Donc là, vous avez un document brut généré par intelligence artificielle via l'outil que vous connaissez peut-être qui s'appelle Prezi, que j'utilise depuis 2010 à peu près, 2009-2010, et qui a su se mettre à la page, contrairement à Cyril, pardon, contrairement à d'autres logiciels que vous connaissez, et qui du coup a su intégrer l'IA dans ses fonctions de présentation. Bon, c'est un outil parmi d'autres, mais celui-ci, je l'aime particulièrement, je l'ai souvent utilisé. Donc, je vous donnerai le document qui m'a servi de trame, et j'ai mis en surligné tous les éléments qui ne sont pas de moi, voilà, pour être transparent. Parce que vous verrez que la transparence, c'est une obligation légale de l'IA Act. On doit indiquer ce qui a été produit avec de l'IA et ou assisté par de l'IA. Alors, d'abord, l'IA, donc l'IA Act, un cadre général qui se décline, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans la réglementation française. Et nous, à l'OBC, on a mis juste dans la charte un paragraphe
concernant l'IA, que je ne vais pas vous relire, mais il est dans la charte, et qui consiste en gros à dire qu'il y a des choses qui sont à faire ou à ne pas faire. Là, on voit par exemple des cas d'usage type, à savoir, est-ce que je peux faire une notation sociale de mes usagers de déchetterie ou de trieurs en fonction de la qualité du tri qu'on pourrait imaginer identifier. Donc ça, typiquement, c'est interdit. Interdit à la fois par notre charte, mais aussi par l'IA Act. C'est un usage inacceptable. Est-ce qu'on peut mettre en place un chatbot sur le site Internet pour faciliter les démarches administratives en lui laissant la possibilité de décider des modalités à mettre en œuvre? La réponse est pourquoi pas, dans la mesure où on utilise une IA payante qui respecte le RGPD. Aujourd'hui, à part Mistral AI, il n'y en a pas beaucoup. Et ou une solution qu'on verra tout à l'heure régionale qui est en train d'émerger. Comme je vous le disais, quand on génère du contenu avec de l'IA, on a l'obligation légale, désormais, de mentionner cette information, notamment pour les images. Donc là, typiquement, toutes les images ont été générées par l'IA, je vous le dis. Ce n'est pas écrit dans le document, contrairement à ce que je demande de faire, mais je vous le dis. Ensuite, est-ce qu'on peut faire de l'aide à la rédaction, que ce soit de compte rendu, de synthèse, etc. C'est tout à fait possible, mais là encore, il faudra mentionner que ça a été fait avec l'aide de l'IA, c'est mieux. Et faites attention, vous ne pouvez pas traiter des éléments des bases de données qui contiennent de la donnée personnelle avec de l'IA, en tout cas surtout gratuite, quel que soit l'usage. Il y a, on le verra avec Mistral AI, la possibilité peut-être de l'envisager, mais ça reste encore touchy. Ce n'est pas si précis que ça. Je vous ai mis un lien, vous irez vous documenter. Mais dans les versions payantes, normalement, Mistral AI respecte le RGPD. Néanmoins, on le verra tout à l'heure, il y a des modules qui ne le respectent pas. Donc, il va y avoir des choses importantes à compulser avant de s'y lancer complètement. Donc, l'utilisation d'un LLM, c'est Large Language, j'ai oublié le dernier terme. Bref, enfin, solution de génération de texte par utilisation d'un outil qui en fait va avoir un nombre de paramètres très conséquent. C'est aujourd'hui, les ChatGPT, même les Mistral, tout ça, les Gemini, ce sont des outils qui intègrent plus de 1000 milliards de paramètres dont on ignore ce qu'ils sont. Mais pour faire très simple, en gros, tout ce que l'humanité a écrit depuis la plus haute antiquité quasiment a été absorbé par les IA en faisant fi complètement des droits d'auteur, au passage. Ce n'est pas très grave, les droits d'auteur, c'est que depuis le 19e, mais on se rend compte que quand même, il y a énormément d'éléments qui ont été intégrés, puisque la majorité des choses qui ont été écrites l'ont été écrites après le 19e siècle, puisqu'on écrit de plus en plus. Et donc, la majorité des éléments qui sont traités aujourd'hui par les IA le sont sans respecter ce droit d'auteur, ce qui pose souvent des problèmes. Donc, on va pouvoir utiliser un LLM qui est une sorte de bazooka pour écraser une mouche, typiquement rédiger un compte-rendu, analyser une synthèse, etc. Alors que des modèles beaucoup plus restreints, qui n'utiliseraient qu'une dizaine de milliards de paramètres, voire un peu moins, seraient suffisants. On va voir que derrière, ce n'est pas la même consommation d'énergie. Donc, si on s'en sert, comme je le disais tout à l'heure, là c'est un exemple, pour rédiger une délibération qui inclut des noms de citoyens, par exemple, eh bien là on a une double infraction. On est à la fois pas conforme à la charte et en plus on a violé l'article 73 de l'IA Act. Voilà. Donc c'est important que lorsque vous envisagez de traiter de la donnée, vous vous assuriez qu'il n'y ait pas de données personnelles dedans. Il faut l'anonymiser autant que possible avant de soumettre le contenu à l'IA. La charte informatique donc, sur l'IA, j'y reviens brièvement. Donc, les solutions d'IA étrangères gratuites et payantes sont désapprouvées par l'ANSSI et par l'IA Act. Du coup, en raison des risques RGPD, je vous en ai déjà parlé. Céline pourra vous accompagner s'il y a des questions sur le règlement général de la protection des données. Et donc, elle est condamnée, comme je le disais tout à l'heure. L'emploi raisonné d'une solution nationale gratuite est donc
toléré, c'est inscrit comme ça dans la charte, à condition qu'aucune donnée personnelle ne soit diffusée. Et enfin, seules les solutions payantes du marché qui respectent le RGPD peuvent permettre un usage avec des données personnelles. Et là encore, je vous le disais tout à l'heure, la solution qui est en train de se mettre en place, enfin qui existe déjà en fait au niveau des universités bretonnes, peut aussi le permettre. Et peut-être demain, nous aurons avec la région, qui semble en tout cas vouloir aller dans ce sens-là, des solutions d'IA locales. Et on pourrait très bien imaginer que Morbihan Teradata, au passage, puisse héberger une solution d'IA mutualisée avec plusieurs communautés de communes, etc. Là, pareil, hein, je vous ai mis un lien en bas là, qui vous détaille les niveaux de comment dirais-je, de RGPD mis en place par Mistral AI, qui est donc, comme je le disais tout à l'heure, est à peu près le seul opérateur. Si tu veux prendre la parole, tu peux appuyer sur le micro, Valérie, n'hésite pas. Oui, j'avais juste une petite question. Là, on parle des solutions, de la solution nationale par rapport aux problématiques RGPD. Par exemple, je suis très peu confronté à ces questions de RGPD et j'utilise pas mal pour des analyses juridiques, par exemple. Et on m'a dit que Perplexity était plus orienté vers ces analyses juridiques que Mistral, par exemple. Or, Perplexity est américain. Oui. Est-ce que ça pose problème de l'utiliser pour étudier un texte juridique quand il n'y a vraiment pas de question de RGPD, quoi? Oui, alors, dans la mesure où il n'y a pas de question de RGPD, on n'oblige pas à utiliser une solution nationale. Hein. Donc, effectivement, et puis on est encore dans le mode expérimentation bac à sable, donc vous avez la possibilité de le faire. Moi, j'ai utilisé Mistral pour des questions juridiques et je le trouve assez pertinent. Donc, à tester, en fait, je vous montrerai brièvement tout à l'heure si on a le temps. J'utilise un outil qui permet de faire du multi-intelligence artificielle. Merci Jonathan de me l'avoir fait découvrir. C'est une façon de comparer quelquefois les réponses, et c'est intéressant. Et je vous donnerai un exemple de ce qui s'est pratiqué, et ça va vous donner un sourire, je pense. Les perspectives donc régionales, en fait, la région donc a créé un groupe de travail qui regroupe des collectivités, des instances publiques, pour justement essayer de se concerter sur les modes de mise en œuvre et les moyens techniques qui pourront être envisagés en commun. On envisage notamment la rédaction d'une charte IA commune à ce niveau-là. Ça veut dire pas pour nous, les collectivités, dans ce qu'on fait nous à l'intérieur de notre collectivité, mais qui serait valable pour l'ensemble des usages qui seraient mis en œuvre ensuite. On explore donc les solutions de RAG, de génération augmentée par récupération, je vais préciser ce que c'est, qui ont été déployées déjà depuis quelques années par les universités bretonnes. Elles ont un travail en réseau et où en fait à Rennes notamment, ils mutualisent donc via un site internet qui est accessible en créant simplement son compte dessus. Aujourd'hui, il y a 4000 utilisateurs. Et le principe des RAG, en fait, contrairement aux LLM qui vont avoir 1000 milliards de paramètres et qui vont brasser large, en gros, si vous demandez la recette du coup bluff, ça va faire appel à 1000 milliards de paramètres et consommer une énergie très conséquente, une capacité de calcul très importante, alors qu'en fait, si on était sur un RAG, donc un silo, qui s'intéresse uniquement aux recettes de cuisine, on diviserait par 1000, voire ou par, je ne sais pas combien de millions, ou peut-être par milliard, la quantité d'informations vraiment nécessaires pour générer l'information. Donc, vous voyez l'importance et le sens de ce que prend ce virage, de faire en fait des IA qui sont spécialisées. Et on verra qu'on peut même les spécialiser en leur donnant à manger les contenus qu'on souhaite qu'elles traitent en priorité. On pourrait imaginer avoir identifié au sein de la communauté de communes les éléments pertinents pour que l'IA travaille d'abord dessus ou les prenne en considération de façon prépondérante. Typiquement, ce que fait le site d'Elibia, que certains connaissent peut-être, qui est accessible gratuitement pour les communes de moins de 3000 habitants de mémoire, c'est ni plus ni moins qu'une base de 70 000, au dernier chiffrage que j'ai en tête, 70 000 délibérations. Et à partir de ces 70 000 délibérations, il est capable de vous produire des délibérations sur les sujets qui vous intéressent. Alors là encore, il faut bien rédiger, on verra le fameux prompt, mais la requête, quoi. Donc, on va de plus en plus s'acheminer vers ces modèles. J'étais, il y a le 30 janvier dernier,
à Rennes avec Cédric Villani, là, qui a organisé toute une journée avec l'UBS sur l'intelligence artificielle. Et les intervenants disaient qu'en fait, les modèles économiques des LLM n'existent pas, en tout cas pas de façon tangible. Moi, j'ai une petite théorie sur la façon dont ils se financent en ce moment, mais globalement, ça n'existe pas, donc ça coûte très cher, donc ça va tenir un temps parce que derrière, ça génère en ce moment beaucoup d'investissements. Il y a énormément d'investissements qui se flèchent en direction de l'intelligence artificielle, à tel point que, vous l'avez peut-être entendu dans la presse récemment, BlackRock interdit la récupération de ses avoirs sur des entreprises de développement de logiciels, parce que, donc des startups, grosso merdo, parce que ces startups, en fait, aujourd'hui, sont quasiment obsolètes dans la mesure où, avec l'IA, maintenant, on a des outils techniques qui sont mis en place dans l'espace de 2 ans, qui permettent de développer quasiment de A à Z des logiciels sans faire intervenir de développeurs, enfin, en faisant intervenir des développeurs, mais de façon beaucoup plus sporadique, sur du contrôle et de l'analyse de résultats, en fait. Donc, ce qui veut dire que ces entreprises-là, qui étaient des startups il y a encore 4-5 ans, aujourd'hui sont dépassées. Et on va voir que l'IA prend énormément de place, de plus en plus, dans tous les domaines. Donc, lors de cette conférence, il disait clairement que l'avenir n'était plus tant au modèle ultra large, aux dinosaures finalement, hein, ces trucs trop grands, mais qu'on allait aller vers des choses beaucoup plus restreintes, ciblées, et qui répondent directement à un besoin. Et on va voir apparaître des outils d'IA qui vont être capables de requêter les RAG correspondant à la requête initiale. C'est-à-dire que plutôt que de mobiliser tout de suite les 1000 milliards de paramètres, on va mobiliser seulement les unités de paramètres qui sont pertinentes pour la requête formulée. Ce qui fera qu'on va optimiser l'usage de l'IA et en réduire la consommation énergétique, le calcul, etc. Voilà. Donc, l'impact environnemental, je vous donne un exemple ici. Une requête sur un LLM, alors ça va dépendre de la requête, hein, mais c'est pour vous donner un ordre de grandeur, consomme à peu près 13 heures d'ampoule LED, ou l'équivalent d'une heure de vidéo sur YouTube, pour ne pas les citer, et alors qu'un RAG, lui, ce sera de l'ordre de 5 minutes de LED. Vous voyez. Donc, et le temps de traitement est le même. Hein. Alors, sur les bonnes pratiques à l'intérieur de notre organisation, déjà la première chose à faire, mais vous l'avez tous fait, je vous en félicite, là on est au bout du bout, j'ai quasiment recueilli l'intégralité de vos signatures et de vos attestations, et je vous en remercie sincèrement, c'est un travail parfois long et agaçant, et que ceux qui ne l'ont pas encore fait le fassent, mais aujourd'hui je crois qu'il n'y a plus que 5 ou 6 personnes qui ne sont pas passées, et c'est en cours, voilà, c'est en cours. Et j'ai proposé pour les agents qui ont un faible usage finalement de la cybersécurité de passer par une sensibilisation. Donc cette charte, vous la connaissez, vous l'avez lue. Je vous invite à en prendre connaissance sur la partie IA. C'est très court, c'est un paragraphe. Vous l'aurez dans le document que je vous donne. Donc on ne va pas revenir sur privilégier les solutions nationales, souveraines. Ne pas diffuser les données personnelles, c'est clair. Et surtout, et on va travailler là-dessus ce matin pour être pratico-pratique, hein, développer un discernement critique face au contenu généré par l'IA. On va voir qu'il y a des hallucinations. On en reparlera tout à l'heure. Alors, on va s'arrêter un instant sur les attentes des services qui ont été exprimées en 2025 et en 2026. Ça se réduit de façon synthétique à une attente à l'aide à la rédaction, à la reformulation, à la correction, une aide à l'analyse, à la synthèse de données, à la saisie de compte rendu, ce genre de choses. Une envie aussi de pouvoir faire de l'audio en texte, pour faire des PV par exemple. De la possibilité d'illustrer ses productions, avec attention la nécessité de bien mentionner tout ça, bien sûr. Et puis, on a déjà des usages, on en parlera peut-être avec Pierre tout à l'heure, je crois qu'il nous a rejoint, d'automatiser du traitement et de l'analyse de la donnée, et de la correction en fait. J'ai lancé un prompt tout à l'heure, mais il y avait 2200 lignes dans le fichier de Pierre, et c'est en cours de traitement, mais je vous donnerai les résultats avant la fin de notre présentation. En espérant que ça ne soit pas débile, on verra ça tout à l'heure. Alors, je vous montre brièvement les résultats de 2025 et de 2026, très brièvement. Là, l'idée, c'est vraiment de
Hop, voilà. Et on va aller sur l'analyse directement. Donc, moi, j'utilise l'outil qui s'appelle Framaform, vous savez, pour faire des enquêtes. J'invite ceux qui sont encore sur du Google, Google Form, ou d'autres solutions extraterritoriales, à passer sur Framaform. Hein. C'est une solution hébergée en France qui fait sensiblement la même chose que Google. Et personnellement, je n'ai pas vu de limite aujourd'hui tangible à utiliser cet outil-là, qui est très efficace et qui m'a pour l'instant donné entière satisfaction. Vous avez la possibilité d'exporter vos résultats en Excel, etc. C'est très pratique et simple à utiliser. Et vous pouvez très bien faire un lien dans le site Internet pour dire si vous faites une enquête. Mais le site Internet détient lui aussi une solution d'enquête. Donc, vous pouvez aussi utiliser la solution d'enquête du site à destination, par exemple, des usagers de l'OBC. Bref, fin de la parenthèse. Donc, en 2025, c'était ce questionnaire-là. Donc, avez-vous déjà utilisé l'intelligence artificielle de génération de texte? Donc, ça, c'était une question boulot, pas boulot. Hein. En gros, c'était ça. Donc, oui, à 43%. Il y en a qui ne savaient pas. À 44% pour arrondir. Et au travail, en fait, en gros, on était à 40%. D'accord? En 2026, du coup, ça c'était février 25. Là, on est en février 26 pour les réponses. Avez-vous déjà utilisé on est... Alors, je ne l'ai pas mis en pourcentage, mais je l'ai calculé. J'ai dû l'écrire. Bon, c'est dans mes notes quelque part. Mais je crois qu'on était arrivé à 55% d'utilisation de l'IA déjà. Et en gros, donc on était à moins de 40% de ne pas utiliser. Donc, on a gagné 12 points, je crois, de mémoire, entre 25 et 26 dans un usage au travail. Ce qui est quand même assez conséquent en un an. Donc là, j'ai détaillé autrement pour savoir quelles étaient les solutions utilisées. Bon, on voit bien que ChatGPT a un quasi, pas monopole, mais en tout cas, est loin devant. Mais c'était intéressant de voir que Mistral est quand même très utilisé aussi par les services et que les autres solutions, finalement, le sont assez peu. Voilà. Alors, la génération d'images ne fait pas partie des usages courants. Bon, ça, je m'en doutais un peu, mais je voulais le savoir. Est-ce que vous utilisez ces outils, estimez-vous, voilà, est-ce que vous utilisez fréquemment ces outils d'IA? Donc, on voit que finalement, plusieurs fois par semaine, c'est 10%, 11%, 23% plusieurs fois par mois et presque 30% rarement. Je pense que j'avais la question, voilà, oui, la question était posée de la même manière. Donc, vous voyez, on était à 8%, 8-9% pour souvent, 16% pour parfois et rarement 15%. Donc, vous voyez que ça progresse nettement. Et je vous dis, encore une fois, c'est en l'espace d'un an. Hein. Alors, après, je vous demandais d'évaluer l'impact. Finalement, vous utilisiez l'IA pour faire quoi ou pour gagner sur quel champ? Bon, typiquement, c'était la réponse de gagner du temps. On verra que ça reste le cas aujourd'hui. Et on est aussi, donc, comme je vous le disais tout à l'heure dans la liste, hein, gagner sur de la rédaction des productions et puis compléter mes productions, donc faire un travail d'analyse. Ça reste les attentes. Et on voit qu'aujourd'hui, gagner du temps, rédaction, production et compléter, analyser, c'est toujours là. Mais on voit aussi que ça m'aide à corriger mes productions. Voilà. Je vous donnerai tous ces chiffres si vous voulez. Et j'aimais poser cette question de l'IA a-t-elle modifié ma manière de travailler avec mes collègues, d'interagir avec mes collègues? Alors, les résultats sont sensiblement les mêmes, on est à peu près dans les mêmes proportions. Ça a gagné un peu plus dans la conscience. En fait, c'est un travail avec Jonathan, sans vouloir le dénoncer, qui m'a fait prendre conscience de cet enjeu-là. Parce qu'auparavant, on regardait ensemble avant d'envoyer un mail, qu'est-ce qu'on mettait dedans, comment on le formulait, on pouvait corriger nos fautes, etc. Et en fait, depuis qu'on a l'IA, finalement, je ne vais pas dire que Jonathan ne me demande plus, mais en fait, voilà, il utilise l'IA, donc les mails sont retravaillés, et finalement, il y a beaucoup moins de recours. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un exemple, mais du coup, ça veut dire que notre rapport a changé. Et ça, moi, j'aimerais vous alerter sur cette prise de conscience de quand vous avez installé de l'IA dans vos usages et dans vos services ou dans vos pôles, et soyez attentifs à essayer de voir sur quels aspects de métier vous avez peut-être eu des gains et quelle nature de relation avec vos agents ça a pu impacter.
Voilà, donc c'est un point d'attention sur lequel je souhaite attirer la vôtre. Alors après, bon, voilà, bon, quelles attentes? Là, je vous laisse regarder éventuellement brièvement la liste des attentes. On voit quand même, encore une fois, qu'on retrouve les mêmes que tout à l'heure. Hein. Je les ai déjà listées. Voilà. À l'époque, vous vous souvenez, je vous avais interrogé en 2025 sur l'IA à l'OBC en transposant finalement les problématiques de l'IA Act sur est-ce que c'est un usage proscrit, un usage dangereux, nécessitant une attention. Et on avait fait une petite analyse comme ça qui est intéressante parce que les questions éthiques ne sont pas si simples à résoudre. Ok, je reprends la présentation. Donc, automatiser du traitement de données, on verra, je pense qu'on y reviendra tout à l'heure. Si je l'oublie, vous me ferez signe. Alors, les limites et les précautions dans l'usage de l'IA. Bon, on ne va pas revenir dessus, la territorialité des données et le traitement des informations personnelles. Faites attention au risque d'hallucination de l'IA et le fait que ça puisse générer des faits ou même des références qui n'existent pas. J'ai récemment discuté avec une avocate qui me disait que le procureur de Rennes avait poussé une gueulante parce que auparavant il avait des rapports, alors je sais plus si c'est des rapports, des conclusions qui faisaient 10 pages avec donc un travail fourni d'analyse, etc., humaine, et que de plus en plus il se retrouvait avec des conclusions de 60 pages et à l'intérieur des références à des articles de loi qui n'existaient même pas. Et donc, il a posé une gueulante, il a dit bon, si vous continuez comme ça, je ne les lirai même plus. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que c'est utilisé parfois sans discernement, y compris par des professionnels qui ont l'habitude de rédiger, qui sont pas, et qui s'en servent à tire-larigot sans faire attention à ce qui est produit. Et là, on est face à des risques, parce que là, quand c'est légal en plus, donc ça devient opposable. Et puis, si ça passe, on peut faire capoter toute une procédure. Donc, procédure marché, procédure. Enfin, vous voyez ce que ça peut engendrer derrière. Donc, ces risques d'hallucination de l'IA, c'est pas une mince affaire, parce que ça ne reste qu'un outil de génération de texte. Alors, brièvement, vous savez comment ça marche, c'est de la prédiction. C'est-à-dire que vous lui formulez dans votre prompt, c'est-à-dire dans votre requête initiale, une demande avec des termes. Les termes utilisés sont tous très importants. Et si vous n'utilisez pas les bons termes, l'IA va faire une requête dans ces 1000 milliards de paramètres en plus, qui va peut-être l'entraîner sur des perspectives qui ne sont pas judicieuses ou pas adaptées et ou peut-être de l'ordre du romanesque. Et c'est là où on trouve des hallucinations. Alors, on est aujourd'hui incapable de formellement expliquer les hallucinations, puisque même ceux qui font les IA ne savent pas trop comment elles marchent. Il faut être clair là-dessus. Ça, je l'ai entendu dire notamment par Cédric Villani. Voilà, donc il faut être attentif à ces aspects-là parce que c'est un outil qui est encore récent. On a très peu de recul. Il y a 5 ans, on n'en parlait pas. C'est depuis Covid quasiment qu'on en parle. Donc, vérifiez bien l'intégrité de ce que vous produisez avec l'IA. Vérifiez bien les sources. J'ai vu des exemples où l'IA cite une source qui est correctement en rapport avec le sujet annoncé, à propos d'une donnée qui est formulée dans ce qu'elle a produit, sauf que dans la source, les éléments cités ne figurent pas. Problématique. Donc, soyez prudents, mais vous verrez qu'en fait, en renversant la vapeur, on peut arriver à faire de la production très pertinente. Et puis, il y a un autre biais dont peu de gens ont conscience, c'est que les IA ont des limites de temps. C'est qu'en fait, généralement, elles s'arrêtent à une année donnée, et au-delà de cette année-là, elles n'ont plus de données. Et la plupart des IA, j'ai fait le test en fait dans la génération, je ne l'ai pas mis dans la présentation, mais j'ai un tableau, il fait des références et puis il me propose une mise en œuvre et puis il me donne comme date juin 24, septembre 24 et puis octobre 24. Parce que dans sa tête, il est en 24. Dans sa tête, entre guillemets. Et ouais, parce qu'elle est figée dans le temps. Donc si vous voulez désamorcer ce biais, il faut lui dire merci d'aller compulser telle et telle source ou d'aller chercher sur le web, de requêter sur le web, pour vérifier si dans l'actualité, il y a des éléments qui, si vous ne lui dites pas, il ne le fera pas. Il se contentera d'utiliser ces 1000 milliards de paramètres de sa base de données. Mais aujourd'hui, la plupart des IA peuvent faire de la requête en temps réel sur Internet. C'est ce que j'ai fait pour la présentation.
Alors, tout ça suppose, pour que ça fonctionne, comme je vous le disais depuis tout à l'heure, que vous soyez capable de générer des prompts pertinents. Et ce n'est pas simple. Ce n'est pas aussi naturel que ça. Comme je vous l'ai dit, chaque mot a son importance, chaque requête a son importance. Et donc, il faut, à mon avis, ne jamais partir de rien. La première chose que je vous encourage à faire avant d'utiliser l'IA, c'est d'utiliser à fond votre cerveau. Il n'y a pas mieux, en fait. Vous devez définir précisément ce que vous attendez d'abord. Typiquement, vous devez écrire un rapport, écrivez votre rapport. Écrivez-le bien, faites bien attention, peaufinez-le, et une fois qu'il est peaufiné, là, vous le soumettez à l'IA. Et puis, vous lui dites, par exemple, fais-moi une analyse critique, corrige mes fautes si tu veux, va me chercher des sources, complète, propose, etc., etc. Mais vous allez d'abord partir d'un substrat qui est votre travail. Si vous pensez, au contraire, dire tiens, j'ai tel sujet, peux-tu me faire un rapport? Il va le faire. Et puis en 30 secondes, il va vous sortir, enfin 30 secondes même pas, il va vous sortir un truc super chiadé, hyper intéressant, en apparence. Mais ça sera que du verbiage, en fait. Ça sera potentiellement vide. J'avais fait l'expérience en rédigeant une note il y a 1 an et demi, je crois, Luc, je me souviens, peut-être 2 ans maintenant, sur l'IA à destination de M. Blair. Et en fait, j'avais fait un prompt en lui disant, voilà, on est dans une collectivité territoriale, on attend d'agents, on attend de services, est-ce que tu peux me faire une ouverture sur qu'est-ce que c'est que l'IA et comment on peut le transposer pratiquement pour les services, etc. etc. Ah, il m'a fait un truc, une note de 2 pages, nickel, ça rentrait dans le format, mais en termes d'application pratique, c'était très approximatif, pas très efficace. Il m'a fallu 1h30 de reprise pour commenter en fait ce qu'elle avait fait et puis essayer d'apporter un peu de substance, quoi. Faites l'inverse. Développez votre substance. C'est ce qu'on a fait encore il n'y a pas longtemps là, avec Alexis et puis le CST sur un domaine là qu'on est en train de travailler. Et quand on apporte déjà du substrat, derrière l'IA, elle va vraiment considérablement améliorer votre contenu et ou trouver des solutions à des trucs auxquels vous n'auriez pas pensé. Ça, c'est clair. Ça le fait très, très bien. Voilà. Donc là, évitez les prompts génériques. L'IA ne génère pas de valeur à partir de rien. Ce n'est pas de moi, c'est de l'IA. Le discernement et la réflexion humaine donc restent primordiaux pour encadrer cet usage. Alors, des conseils concrets, encore une fois. Je vous l'ai dit, apportez un contexte précis. Nous sommes en France. Si vous ne lui dites pas, je n'ai aucune garantie qu'il n'ira pas examiner le droit belge ou le droit américain à la place du droit français. Et donc produire des articles qui n'existent pas en France. Ça, c'est des biais. Surtout sur les solutions étrangères. Avec Mistral, un peu moins, mais encore. Précisez aussi quel est le niveau d'expertise que vous attendez pour la réponse. On ne s'adresse pas, je ne sais pas moi, à la population, par exemple, pour avoir un truc entendable de tous, à un comité d'experts ou un comité d'élus ou des agents. Enfin, ce n'est pas le même public. Donc ça, c'est comme dans les métiers d'animation, en fonction de votre public, vous vous adaptez et puis vous faites en sorte, même chose, il faut lui dire. Quel est le niveau d'expertise que vous souhaitez voir formulé dans la réponse? Et à qui vous vous adressez? Est-ce que c'est un format que vous allez présenter à l'oral ou est-ce que c'est un format que vous allez faire sous forme de rapport papier, un courrier? Ce n'est pas le même format. Donc précisez bien ce que vous attendez à la sortie. Je ne reviens pas sur les sources, on en a parlé. Et je ne reviens pas sur le biais de l'actualité, où là, vous devez penser à requêter le web pour avoir des liens pertinents. Voilà, alors je vais vous proposer, encore une fois, c'est expérimental, on est en plein bac à sable, un petit atelier pour pouvoir tester ça. Alors après, au-delà de l'exercice, de l'efficience, c'était de tester votre capacité à rédiger ensemble des prompts. Alors, on peut aussi demander à l'IA de générer des prompts, mais du prompt, ça peut devenir compliqué. Alors, ce que je vous propose, c'est peut-être pas de tout partager maintenant, mais est-ce qu'en ligne, une équipe pourrait me copier-coller le prompt dans le chat de manière à ce que je puisse le tester dans une IA pour voir ce que ça donne. Et puis, si ce n'est pas le cas, je prendrai à la volée la saisie d'un prompt rédigé ici. Je vous donnerai un exemple. Et puis l'idée, c'est que vous le testiez, votre prompt, pour voir quel sera le résultat. Donc, vous pouvez aller sur Mistral, le site Mistral AI, le chat. Et puis, à partir de là, vous faites votre test, c'est gratuit.
Voilà. Merci Florian, super. Donc, on va le lire ensemble. Je suis en France et je gère un service déchets dans un EPCI de 27 000 habitants. Les élus trouvent que les résultats de tri ne sont pas suffisants par rapport à leur attendu, 27% d'erreurs de tri alors qu'ils veulent 20% d'erreurs. Proposer des moyens d'améliorer le tri en sachant que le contexte est le suivant. Ils ont à leur disposition des bacs individuels de tri pour les emballages et les papiers et les bandes d'apport volontaires pour les ordures ménagères résiduelles classiques. Peux-tu nous donner des solutions à mettre en place auprès des usagers pour éviter les erreurs de tri et encourager le tri des déchets? Estimer en même temps un budget pour chaque moyen proposé et trouver les moyens de financement. Voici des exemples. Tatati, organiser des réunions publiques dans les communes après un an pour refaire le point sur les bonnes pratiques, mettre en place une foire aux questions sur le site et créer des ateliers avec des thématiques tati tata. Ok. Bon, moi je trouve que le prompt est assez précis. Bon, là, en si peu de temps, c'est des fois difficile d'arriver à un résultat, mais bon, c'est pas mal. Donc, ce que je vais faire, hop, c'est que je vais le mettre dans mon chat. Je le balance comme ça. On verra ce qu'il fait. Et on voit la réponse s'afficher là en temps réel. Il est en train de la générer, donc ça met un peu de temps généralement. Je vous laisse lire, ça sera plus efficace que si je m'amuse à tout relire. Alors, une campagne multicanale entre 15 et 30 000 euros. Déjà, on est un peu large, ça va dépendre de ce qu'on fait en même temps, mais là, il précise. Voilà, faire des affiches et des autocollants, ce n'est pas très respectueux pour les déchets, mais bon. 2 à 5 000 euros. Des vidéos courtes, 5 à 10 000 euros. Ça dépend sur l'effet en interne. Une newsletter mensuelle avec un focus tri. Bon, je pense qu'on peut faire ça pour moins cher quand même. Rédaction et envoi. Si ça passe par le site. Des messages ciblés via l'application de la collectivité ou des SMS, 2 à 3 000 euros par an. Je pense qu'on peut être à moins que ça aussi. Vu les tarifs d'envoi des SMS, Yannick pourrait nous en parler, Yannick Le Breton. Il l'utilise avec l'outil Brevo qui permet de faire l'envoi aussi de SMS. Les financements, chercher des financements. Voilà. Éco-organisme qui peut être partenaire. Une foire aux questions, donc comme on le disait, alors là c'est pareil, il nous met un budget de folie, alors que bon, le site permet de faire de la foire aux questions, c'est gratuit, il faut juste prendre le temps de rédiger par contre. Voilà, les moteurs de recherche par mots-clés, ça on a déjà. Des visuels, bon, ça je pense que vous avez déjà pas mal de choses. Après, à voir. Donc le site dispose déjà des outils. Financement, budget, communication de PCI, subvention de l'ANEM, ok. Réunion publique, donc là je ne sais pas aussi, bon pourquoi pas en mairie, avec des ateliers, effectivement. Si on fait intervenir des externes, ça peut coûter effectivement par atelier. Des financements de l'ADEME là aussi, 80%, ça peut être intéressant. Le Citomi peut intervenir. Alors, des outils pratiques pour faciliter le tri, distribuer des kits de tri. Alors, je vous laisserai prendre le détail plus tard, on ne va pas y passer trop de temps. Des bornes de tri intelligentes, c'est ce que vous avez mis en place. Et à mon avis, c'est beaucoup plus onéreux que ce qu'on a là. Mais bon, il n'y a pas la quantité, donc on ne lui a pas dit X bornes de tri. Mais là, il le dit, vous voyez, le coût d'une borne, ce serait ça. Alors là, Pierre ou Florian, si vous voulez intervenir, est-ce que c'est bien ça, le prix d'une borne de tri? Vous ne m'entendez pas? Ils ne veulent pas intervenir peut-être aussi. Ou ils ne peuvent pas, ils n'ont peut-être pas de micro aussi. Enfin, vous pouvez mettre dans le chat si c'est conforme au tarif que vous avez eu. Voilà. Approximativement, mais pas pertinent avec le prompt. Ok, d'accord, très bien. C'est clair. Voilà, améliorer la signalétique, etc. Inciter feedback des usagers sur la carte fidélité. Pourquoi une carte, déjà on l'a. Peut-être qu'elle pourrait être carte fidélité. Pour 50 sacs déposés, j'ai le droit à un plat d'essence gratuit. Vous allez voir, ça va marcher. Surtout en ce moment. À moins que ça soit de l'essence réalisée à partir des déchets, je ne sais pas. Voilà, bon. Vous voyez que quand même, il ouvre des perspectives et finalement, je laisserai à Florian le temps de regarder s'il veut, mais il vous donne quand même pas mal de pistes et peut-être que sur la quantité, il y a des choses auxquelles vous n'auriez pas pensé. Bon, en recherche de financement, il ne faut pas rêver. Il vous fait une synthèse à la fin, il fait ça à chaque fois quasiment. Et il vous priorise des actions. Voilà. Là, on est à la fin. Et en plus, il vous propose même un calendrier de mise en œuvre. Voilà. Avec des points de vigilance. Voilà, et des ressources.
vous voyez, c'est finalement assez complet. Bon, le prompt n'est peut-être pas trop mal rédigé, mais en si peu de temps, on ne peut pas faire des merveilles. Si on prend vraiment bien le temps de le rédiger, on obtient des résultats pointus. J'en profite tant qu'on est là pour checker le résultat de l'analyse de base de données que m'avait confié. Alors, il s'est arrêté en cours de route parce que je pense que j'ai été déconnecté tout à l'heure. Mais il avait déjà trouvé plus de 730 erreurs dans ta base de données, Pierre, de 2200 entrées. Et ce qui est bien, c'est qu'il va vous mettre, par exemple, bon, je prends cet exemple-là parce qu'on est devant, il y a une faute d'orthographe apparemment ici. Il y a un mabio ici, et là, c'est le mabi à l'Agassi. Donc là, il manque un O. Et typiquement, pour chaque occurrence, il est capable de vous dire où est la faute d'orthographe. Et au tout début, d'ailleurs, il y avait différentes fautes. Là, il y a une variante serrant avec ou sans code postal. Là, il y a AIS au lieu de E. Enfin, voilà. Le même nom, mais pour des communes différentes. Donc là, il se demande si c'est du lard ou du cochon, etc. Là, il y a une allée 2. Là, c'est une impasse 2, etc. Ça, tu m'avais dit qu'à Carentois, ils étaient coutumiers de rue, allée, impasse, avec le même nom, ce qui ne rend pas les choses très simples. Voilà, donc l'analyse a été faite, donc là, il a mis un peu de temps. Je lui ai demandé de me faire un export CSV. Mistral AI ne sait pas faire d'export CSV, c'est-à-dire qu'il ne va pas vous générer un fichier prêt à télécharger, prêt à utiliser, mais par contre, vous pouvez récupérer la donnée en théorie. Ouais, c'est ça. On peut faire un CTRL-A, CTRL-C, même pas. On peut sélectionner en tout cas. Et du coup, recopier-coller ça dans un Excel, et ça vous fait le CSV. Après, vous le transformez en tableau, vous savez faire. Si vous ne savez pas faire, vous demandez à l'IA de vous expliquer. Ou à Google, c'est encore plus économe. C'est le genre de pratique courante. Voilà. Et donc ça, c'est un travail qui, si Pierre avait dû le faire à la mano, n'aurait pas été réalisable, parce qu'il y a plein de fautes qu'il n'aurait pas vues. Sachant que, j'interviens rapidement parce que je dois y aller là. J'ai sorti ça, il m'a sorti un Excel ChatGPT directement. Et du coup, c'était beaucoup plus facile à travailler que ce que Cédric a montré là. Et en tout, j'ai trouvé 40 voix en doublon dans mon fichier d'adresse. Et ce qui nous aide beaucoup à que les erreurs ne se propagent pas à l'avenir. Donc, c'est puissant et utile. Voilà. Merci pour ton Rotex. Note bien quand même que là, il y a plus de 730 fautes qu'il a identifiées. Alors, encore une fois, là, j'ai utilisé Mistral via un outil en plus qui fait que ça peut peut-être complexifier la chose. Mais il n'a peut-être pas trouvé les mêmes fautes du coup. Il en a peut-être trouvé non, et des fois, des fautes, ce n'est pas des fautes. Par exemple, il existe bien une adresse qui s'appelle La Planche et une adresse qui s'appelle La Planchette. Ce n'est pas un doublon. Il existe ces deux adresses-là à carreau, par exemple. Ok. Bon, je te ferai un copier-coller, tu regarderas. Voilà. Bon, vous voyez l'usage, les usages, et encore là, on a fait qu'effleurer le sujet. Hein, c'est une présentation. Après, ça n'a pas prétention d'aller beaucoup plus loin. Mais je vous invite quand même à faire des tests. Avec les IA que vous souhaitez. Hein, vous avez le droit d'utiliser aussi ChatGPT, etc., dans la mesure, encore une fois, il n'y a pas de données personnelles. Alors, je vous en ai parlé tout à l'heure de la relation avec les collègues. Il y a un impact potentiel. Donc, ça peut réduire le nombre de sollicitations de certains collègues, notamment pour les corrections, les analyses, la structuration. Et puis, du coup, on a des résultats qui sont souvent quand même, si on prend le temps, beaucoup plus élaborés et pertinents. Par contre, si vous ne faites pas le travail en amont, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, et qu'on s'appuie uniquement sur l'IA, on va perdre aussi dans nos capacités cognitives à un moment donné. Hein. Le cerveau, c'est un muscle. Donc, faites attention à ça. Et puis, derrière, c'est quand même un outil d'aide à la décision et à l'analyse qui est assez génial. Pour aller plus loin, donc, il y a une offre de formation du CNFPT en IA qui est assez fournie, finalement. Là, l'IA en a sorti 3. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'accéder au catalogue via le lien qui est ici, et de taper dans le moteur de recherche qui n'est pas encore très IA du CNFPT, de taper artificiel. Et, vous trouverez, à part les revêtements artificiels, vous allez trouver quand même beaucoup de choses autour de l'intelligence. Je compléterai en disant aussi de tenter une recherche avec IA, justement, puisque, comme l'a dit Cédric, le moteur de recherche du CNFPT n'est pas terrible et il ne fera pas le lien. C'est-à-dire que si dans le nom de la formation, il y a IA et il n'y a pas artificiel, il vous sortira que IA et il ne vous sortira pas artificiel. Donc, je vous conseille de faire une double recherche si vous voulez voir toutes les formations sur le thème de l'intelligence artificielle. Ouais, alors moi j'ai fait le test et en fait quand tu mets IA, il y a tous les mots avec IA dedans, comme brocéliande. Oui. Alors après, il y a aussi un catalogue PDF spécifiquement sur la notion numérique avec justement tout un volet artificiel et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est ce que je recommande. C'est pas Web 2.0, mais au moins le PDF est pas mal. Ouais. Voilà, une requête dans le PDF, c'est quand même pas mal. Donc, bon, sachez qu'il y a une offre
pertinentes. Moi, j'en ai fait 2 ou 3 et franchement, je n'étais pas déçu à chaque fois. Voilà. Bon, on est à peu près dans les temps, je dis bien à peu près. Je vous propose donc, pour aller plus loin, une référence qui est le kit de l'IA de Megalis, qui recense beaucoup de choses intéressantes et que je vous invite à compulser là aussi via ce lien. Et après, j'aimerais partir en vous posant donc quelques questions. Bon, on ne va pas forcément y répondre tout de suite, mais ça peut être bien que vous preniez le temps d'y réfléchir, quitte à ce que vous me le remontiez ensuite. Quelles tâches répétitives aimeriez-vous automatiser dans votre poste, dans votre métier? Quels seraient les freins qui aujourd'hui pourraient vous empêcher finalement d'utiliser de l'IA au quotidien? Ce que vous en voyez dans votre poste. Donc, posez-vous ces questions-là. Encore une fois, je suis prêt à prendre vos retours par mail. Envisagez aussi, pourquoi pas, pour aller plus loin, alors il faudra qu'on en parle avec la direction, mais la désignation d'un référent IA par pôle ou par service, ça dépendra de la taille de service, mais qu'on ait quand même des personnes qui on sait qu'ils ont une aisance et sur des situations qu'on n'arrive pas forcément à obtenir de résultats tout de suite, bah, des fois ça peut être bien d'avoir un regard extérieur d'une intelligence humaine et où, bien sûr, s'appuyer aussi sur le savoir-faire du service informatique. Il faut savoir que mes collègues passent leur journée avec l'intelligence artificielle ouverte. Moi, j'hallucine, ils travaillent tout le temps dessus. Mais voilà, ça nous a permis de faire beaucoup d'avancées ces dernières années parce que toutes les questions techniques qu'on peut se poser, on trouve des réponses assez facilement finalement avec de l'IA. Et comme il y a quand même une sacrée quantité de questions abscon, bon, voilà. Et puis, bon, bah, dans les perspectives, on va aussi sans doute tester avec le groupe de travail régional le RAG, le fameux RAG dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà pour cette présentation. Je vais finir tout juste avec un petit sondage en ligne. Donc là, c'est pareil, c'est un petit outil qui est utilisable sur Big Blue Button. Démarrer un sondage. Et je crois que j'ai fait de quoi faire un copier-coller ici. Voilà. Donc la question, c'est, à l'issue de cette présentation, pour vous, l'IA à l'OBC, c'est déjà dans ma poche, à portée de main ou pas dans mon viseur. Voilà. Donc pareil, dans la salle, du coup, à main levée, on va le faire à main levée. Donc pour qui l'IA, c'est déjà dans la poche. En gros, vous l'utilisez déjà. Vous pouvez lever la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK, baissez la main. À portée de main, vous pensez que ouais, là, vous pourriez vous lancer sérieusement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. OK. C'est pas dans mon viseur du tout. 1. Ah, il en manque. Il y en a qui n'ont pas répondu. Je vise Valérie au hasard, mais pareil, tu n'as pas répondu. L'IA, toi, au quotidien, en tant que jeune stagiaire? Tu l'utilises aussi couramment. Ouais. Ouais. Valérie? Au quotidien, tu l'utilises déjà, ouais, donc bon, voilà, OK. Donc déjà dans la poche en ligne, c'est 20% de réponses. À portée de main, on sent que là maintenant vous êtes prêts à y aller. Et c'est pas dans mon viseur, il en reste encore un petit peu. C'est pas dramatique, hein. C'est pas une tare. Mais je discutais hier avec Pauline de France Service, qui est confrontée donc à des usages numériques très fréquents, avec des usagers qui sont démunis face au numérique de plus en plus. Il y en a énormément. Et il y a beaucoup d'aides. Et en fait, elle a eu, recours à l'IA pour la première fois, mais sur un champ perso. Et elle a découvert la puissance du truc, quoi. Ben, franchement, j'invite tous ceux qui sont encore pas dans mon viseur, sans prendre de risque, à cliquer sur le lien Mistral ou à taper le chat Mistral sur Internet pour tester une solution française, quitte à faire, et à faire un essai sur un problème concret que vous avez à la maison. Vous ne savez pas faire tel truc, ou au boulot, hein, vous ne savez pas faire tel truc, il y a un truc qui vous pose problème, ou ça vous pose une question métaphysique, posez la question à l'IA, essayez de bien prendre le temps de la formuler comme on vous l'a expliqué, et puis voyez le résultat, et franchement, c'est assez bluffant. Voilà, on a terminé, je vous remercie pour votre participation. Merci.